Pour être honnête, alors même que je suis passionné par la nutrition, que je me suis formé en physiologie humaine, j'ai lu des dizaines de livres sur le sujet, j'étais pourtant convaincu que la viande rouge était néfaste pour la santé. Pour moi, c'était une telle évidence, les médias le disent tous, que ça servait même à rien de remettre en question cette croyance. Et puis au micro de Limitless, j'ai reçu des scientifiques, des médecins comme le docteur Mouton par exemple, des nutritionnistes comme Anthony Berthoud. Et petit à petit, ils ont érodé mes croyances sur la viande rouge. Et je me suis aperçu que beaucoup de choses que je pensais se révélaient en réalité fausses. Et puis, avec la création de Féroce, j'ai nommé un comité scientifique, avec notamment mon ami JB Bourgeois, qui est médecin urgentiste, médecin du sport, dont la mission était d'analyser en fait toute la littérature scientifique à propos de la viande rouge, et puis de voir ce qui était vrai de ce qui était faux en réalité. Et j'avoue que les résultats m'ont fasciné et ça m'a donné envie de faire cet épisode hors série pour te livrer ce que j'ai appris. Donc la première critique qu'on entend souvent sur la viande rouge, c'est qu'elle cause le cancer. En fait, c'est dû à un rapport de l'OMS qui date de 2015, qui a classé la viande rouge comme probablement cancérogène, donc dans le groupe 2A. Alors déjà, il faut savoir que ce type de rapport ne dit rien sur le degré de dangerosité. Donc en fait, l'OMS, dans ce cas-là, parle d'indications limitées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les études qui montrent un lien entre la consommation de viande rouge et le cancer colorectal sont de faible magnitude, donc inférieures à 1,5, et non statistiquement significatifs. Donc, concrètement, indiscernable du hasard. De quoi on parle exactement? Eh bien, d'environ 3 cas supplémentaires sur 100 000 personnes. Autant dire que c'est extrêmement faible. Et en plus, les recherches qui ont été utilisées dans ce corpus ne tiennent pas compte du niveau de transformation. Donc évidemment, on imagine bien qu'un steak de viande brute, naturelle, non transformée sera complètement différent et aura un impact différent d'une tranche de jambon avec du nitrite, des sels de nitrite dedans. Ça tient pas compte non plus de la qualité, industrielle vs bio, et notamment du type d'alimentation des bovins. On y reviendra, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis de la cuisson. On sait que la cuisson des protéines et des graisses à haute température, donc pas seulement la viande rouge, c'est pareil pour le poulet, etc., crée ce qu'on appelle des AGE qui sont pour le coup cancérogènes. Et là, c'est prouvé, on le sait très très bien. Donc voilà. Et en plus, si la viande rouge était réellement un déclencheur, on devrait a priori voir une hausse continue des cas de cancer en fonction de la quantité de viande rouge consommée. Or, c'est pas le cas. On s'aperçoit même dans les études que les gens qui mangent plus de viande rouge ont en fait un risque plus faible de cancer. Donc finalement, il y a une méta-analyse qui est parue dans Annals of Internal Medicine en 2019 et qui a examiné toutes les données récentes et qui a conclu qu'il n'existe pas de preuves suffisamment solides pour justifier une réduction de la consommation de viande rouge non transformée. On précise bien non transformée. Donc voilà, donc la croyance selon laquelle la viande rouge cause le cancer est globalement fausse. Ensuite, la deuxième critique qu'on entend souvent, c'est qu'elle pose des problèmes avec les graisses saturées et donc qu'elles augmentent les risques de maladies cardiovasculaires. De la même façon, il y a une méta-analyse massive qui a été publiée dans Circulation qui portait sur 1,2 million de participants qui montre que la consommation de viande rouge non transformée n'accroît pas les risques de maladies coronariennes, d'AVC ou de diabète. En réalité, les graisses saturées ont peu d'impact sur le cholestérol sanguin. La majorité du cholestérol, donc 80%, est créé, synthétisé par le corps lui-même. Et en fait, il module sa production de cholestérol en fonction des apports alimentaires. Donc si tu as une consommation plus importante de graisses saturées, eh bien le corps va naturellement réduire sa production endogène. Et de toute façon, plus que le cholestérol total, ce qui est important, c'est le ratio LDL-HDL qui détermine la santé cardiovasculaire. Donc concrètement, le LDL, qui est souvent appelé mauvais cholestérol, augmente en réponse à une consommation élevée de glucides raffinés et non de graisses saturées. Donc c'est vraiment les glucides qui posent problème et pas les graisses. D'ailleurs, des études ont montré que lorsque les gens remplacent les graisses saturées par des glucides, eh bien le risque de maladie cardiaque ne diminue pas, il augmente. Donc d'ailleurs, on en reparlera après du biais de l'utilisateur en bonne santé, mais en réalité, souvent les gens qui consomment de la viande rouge, surtout aux États-Unis où sont menées beaucoup d'études, eh bien ils vont aussi consommer beaucoup plus de fast-food. Donc le steak de bœuf, en fait, il va être entouré de 2 tranches de pain, donc de glucides raffinés, et c'est beaucoup plus ces glucides raffinés en réalité qui posent problème. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser un truc, parce qu'on entend graisse saturée, et puis on se dit tout de suite, oulala, graisse saturée, on entend le mot saturé, ça va saturer mes artères, c'est mauvais. Et en fait, ça c'est un problème sémantique, parce que graisse saturée, ça veut simplement dire graisse stable. C'est lié à la formation des molécules de ces graisses, qui, par la position des liaisons de la chaîne de carbone, enfin bref, on va pas rentrer dans des considérations techniques complexes, mais en réalité, ça veut simplement dire que ce sont des graisses stables.
Et c'est la raison pour laquelle, notamment, par exemple, le suif de bœuf est une graisse excellente pour la cuisson parce qu'elle va être très stable à haute température, à l'inverse de graisses polyinsaturées. Donc, par exemple, des graisses riches en oméga 3. Les oméga 3, c'est super bon pour la santé, mais c'est pas très stable à la cuisson. Et donc, polyinsaturées, en gros, on pourrait résumer ça en graisses instables. Et d'ailleurs, puisque je parle des polyinsaturés, donc les polyinsaturés, on a les oméga 3 et les oméga 6, eh bien, beaucoup plus que le type de graisse, l'objectif c'est d'avoir un ratio équilibré entre oméga 3 et oméga 6. Et ça, sur la santé cardiovasculaire, c'est vraiment un élément déterminant, on y reviendra. Et sinon, le véritable danger dans les graisses, c'est les acides gras trans. Donc ça, c'est des acides gras qui se forment dans les composés industriels, dans les processus industriels. Lorsque les entreprises créent des produits ultra transformés, eh bien, ça modifie la structure des acides gras et ça fait des acides gras trans. On pourrait penser à transgénique, même si c'est pas la réalité, mais juste en moyen mémotechnique pour illustrer le fait que c'est des acides gras qui n'existent pas dans la nature. Et en fait, le corps est incapable de les reconnaître. Et là, il va pas savoir les gérer en réalité. Et le fait qu'il n'arrive pas à les gérer, eh bien, augmente le LDL cholestérol, donc le mauvais cholestérol, abaisse le HDL cholestérol, donc le bon cholestérol, et accroît significativement les risques de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, ce dont on devrait se méfier, c'est pas des graisses saturées, c'est pas du beurre, c'est pas de la viande, c'est surtout des acides gras trans et des glucides raffinés. Donc, en d'autres mots, manger de la viande, mais pas avec du pain burger acheté en grande surface. Ensuite, une autre croyance qu'on entend souvent, c'est que les végétariens vivent plus longtemps. Ça, franchement, c'est un truc que j'ai cru pendant longtemps. Et d'ailleurs, pendant tout un temps, j'ai essayé d'adopter un régime végétarien avec ma femme. Je faisais des dalles de lentilles corail, etc. Et convaincu que le végétal était absolument divin pour la santé et que ça allait être la meilleure façon d'accroître ma longévité. Et en réalité, j'avoue, j'étais quand même souvent ballonné, j'avais le ventre un peu gonflé, des fluctuations d'énergie, etc. Donc, je me suis forcé parce que j'étais convaincu que c'était bon pour ma santé. Et puis, j'aimais ça quand même. Mais dans les faits, je peux pas dire que j'avais un niveau de santé et de forme optimale. Et en réalité, ces études qui montraient un avantage de survie chez les végétariens souffraient du biais de l'utilisateur en bonne santé. Alors, qu'est-ce que dit ce biais ? Eh ben, naturellement, quelqu'un qui va être végétarien, c'est en général quelqu'un qui a beaucoup plus de conscience, d'intérêt pour son alimentation, pour ses modes et ses choix de consommation. Et par conséquent, eh bien, il va naturellement avoir de façon générale des comportements plus sains. Il va faire du sport, il va moins fumer, généralement ne pas boire d'alcool, il va faire du sport, voilà, il va peut-être faire ses courses dans des magasins bio. Donc voilà, et en fait, beaucoup plus que le fait d'être végétarien, c'est tous ces éléments collatéraux, entre guillemets, qui fondent leurs bénéfices sur la santé. Il faut quand même bien savoir que toutes les études qui sont faites sur les végétariens, sur la viande rouge, etc., sont jamais des études interventionnistes. On prend pas deux groupes et puis il y en a un à qui on donne un régime carnivore, un autre à qui on donne un régime végétarien en double aveugle randomisé, et puis après je sais pas 30 ans, on voit lequel est encore en vie, etc. Ça existe pas. Parce que d'un point de vue éthique, ça poserait évidemment des problèmes. Donc en réalité, les seules études qui existent pour l'instant sur la viande rouge, et c'est un problème de beaucoup d'études sur l'alimentation de façon générale, c'est ce qu'on appelle des études causales. On a juste observé une corrélation entre un comportement et des avantages de survie. Mais c'est complètement absurde. Par exemple, on voit une corrélation parfaite de la consommation de glace avec les attaques de requins. Simplement parce que généralement, ou de la consommation de glace avec les coups de soleil. Simplement parce que on mange plus de glace en été et donc naturellement en été il y a plus de soleil, donc on a plus de coups de soleil. Et l'un est évidemment pas la cause de l'autre. Donc c'est vraiment des études de corrélation et pas de causalité. Et donc c'est vraiment le problème avec ces études qui sont faites sur l'alimentation. Et d'ailleurs, les études plus récentes, justement, qui ont essayé de corriger ces biais, notamment le biais de l'utilisateur en bonne santé, ne montrent aucun avantage du côté des végétariens par rapport aux omnivores ou même aux carnivores. Donc par exemple, j'ai vu une étude là qui a comparé la mortalité de ceux qui faisaient leurs courses dans des magasins bio. Et donc, ils ont regardé un groupe de végétariens vs un groupe d'omnivores, vs la population générale. Et en fait, les groupes qui faisaient leurs courses dans des magasins bio vivaient plus longtemps. Peu importe qu'ils soient végétariens ou omnivores. Donc il n'y avait pas de différence entre les végétariens et les omnivores. Par contre, il y avait quand même un avantage pour ceux qui faisaient leurs courses dans des magasins bio. Une autre étude réalisée en Royaume-Uni, une très grande étude en 2003 sur 65 000 sujets, a corroboré ces résultats et n'a constaté aucune différence de mortalité entre les végétariens et les omnivores. Par contre, tu vois, justement à cette période où j'étais un peu végétarien, j'ai naturellement acheté dans des magasins bio parfois des substituts de viande végétale, notamment du seitan. Le seitan, en fait, c'est du gluten.
Je vais pas faire un épisode là sur le gluten, c'est pas le sujet, mais potentiellement, on connaît un petit peu tous ces méfaits. Le docteur Mouton, que j'ai reçu plusieurs fois sur Limitless, m'a raconté à quel point le gluten attaquait la muqueuse intestinale, fondait potentiellement une suractivation du système immunitaire, des problèmes d'hypothyroïdie, et de manière générale, toutes les maladies auto-immunes, même liées, toutes les maladies auto-immunes, beaucoup de maladies auto-immunes peuvent être imputées ou en tout cas aggravées par la consommation de gluten. Bon, on sait quand même globalement que c'est pas terrible, quoi. Donc, avoir un steak de viande fait à base de gluten, bon déjà, voilà, on peut remettre en question. Puis maintenant, t'as des marques plus récentes qui font des vrais steaks végétaux. J'en ai goûté, franchement, c'est pas mauvais, hein. T'as La Vie, Beyond Meat. D'ailleurs, à cette époque-là, donc moi j'avais une start-up, j'avais un peu d'argent, j'ai investi dans Beyond Meat. Beyond Meat, c'est justement, c'était les précurseurs de cette viande végétale, et donc j'ai fait partie des premiers tours de table. Donc aujourd'hui encore, j'ai des actions de cette entreprise. Ça montre bien à quel point je croyais que c'était quelque chose de positif. Et d'ailleurs, tu vas dans les grandes surfaces ou dans les magasins bio, tu vois leur packaging, tout le packaging te donne l'impression que c'est un truc qui est sain pour la santé. Et en réalité, tu regardes la liste des ingrédients, mais c'est des produits ultra transformés. Tu vois, tu manges un steak de bœuf, le seul ingrédient, c'est bœuf. Là, tu regardes un produit ultra transformé, regarde la liste. Ça prend toute l'étiquette limite. Donc c'est rempli de plein d'exhausteurs de goût, de conservateurs, de trucs, etc. pour essayer d'imiter le goût de la viande. Et donc, enfin voilà, c'est vraiment des produits ultra transformés qui utilisent en plus des huiles de graines. Les huiles de graines, elles sont riches en oméga 6 qui ont tendance à être pro-inflammatoires. Donc j'ai dit tout à l'heure que ce qui était vachement important, c'était l'équilibre oméga 3, oméga 6. Bah là déjà, on a quelque chose qui potentiellement est déséquilibré. Aliments ultra transformés, ça veut dire acides gras trans. Donc voilà, et en plus il y a des antinutriments liés à ce type de protéines végétales qui parfois diminuent les capacités d'absorption des nutriments, donc des vitamines, des minéraux, des protéines en elles-mêmes. Et ça j'y reviendrai, mais quand on voit les carences massives de la population, c'est une vraie problématique. D'ailleurs, les chercheurs ont comparé des végétariens qui consommaient des substituts de viande à base de plantes à ceux qui n'en consommaient pas. Ils ont vu un risque de dépression accru de 42%, donc c'est clairement significatif. Des niveaux plus élevés de protéines C réactives, donc c'est un marqueur d'inflammation, probablement lié justement à cette teneur en oméga 6 beaucoup plus élevée, et des niveaux plus faibles d'apolipoprotéine A, qui est un indicateur de bon cholestérol. Donc encore une fois, on revoit le lien avec les maladies cardiovasculaires. Donc tu vois, sur l'inflammation, sur les maladies cardiovasculaires, en réalité, ces alternatives végétales sont clairement inférieures à la viande et même dangereuses. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu peux très bien être végétarien sans manger ces merdes et simplement en ayant un juste équilibre entre des céréales qui viennent de légumineuses, du riz, etc. Donc voilà, donc il y a des végétariens aussi qui mangent des œufs. Donc voilà, donc je dis pas que c'est pas possible de manger végétarien, etc. Même si je pense que c'est pas optimal pour la santé optimale. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, si t'es végétarien, je pense que ces substituts doivent être absolument évités. Une autre critique qu'on entend souvent sur la viande rouge, c'est qu'elle augmente les gaz à effet de serre, qu'elle est néfaste pour l'environnement, qu'elle a un bilan carbone négatif et qu'elle contribue au réchauffement climatique. Ça, en réalité, c'est globalement faux et c'est pas moi qui le dis. Il y a notamment un article de l'INRA, qui est en gros le ministère français lié à l'agriculture, etc. et à l'environnement. Je pourrais le mettre en note dans l'épisode. D'ailleurs, toutes les études là que je cite, je les mettrai en note de l'épisode, comme ça ceux qui ont envie d'aller creuser pourront le faire. Et qui débunk un petit peu tout ce qu'on entend, notamment cette idée qu'il faudrait 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de bœuf. C'est complètement faux, parce qu'en réalité, ils ont pris en compte à la fois l'eau qui était consommée par les animaux, mais en plus toute la pluviométrie, c'est-à-dire l'eau qui pleuvait de la pluie sur les parcelles où ils étaient élevés. Donc évidemment, l'eau, la pluie, elle serait tombée de toute façon, quoi. Et comme ça utilise peut-être des grandes parcelles, naturellement, ça fait des gros niveaux d'eau, alors que, en réalité, lorsqu'on corrige un petit peu ces effets et qu'on calcule vraiment la quantité d'eau qui doit être apportée pour faire 1 kilo de viande, on est entre 200 et 500 litres d'eau. À mettre en perspective avec le pain, 482 litres par kilo, les pâtes 550 litres par kilo ou le riz 774 litres par kilo. Donc en réalité, la viande est même moins gourmande en eau que des céréales. Ensuite, un autre truc qu'on entend, c'est qu'elles utilisent des terres agricoles qui pourraient être utilisées pour cultiver justement des végétaux, etc., pour d'autres applications. En réalité, c'est faux, parce que 60% des terres agricoles dans le monde sont des pâturages trop rocailleux, escarpés ou arides, pour permettre de cultiver des végétaux. Donc de toute façon, on n'aurait pas pu mettre de végétaux dessus, et le sol, il a besoin de vivre. En fait, les animaux,
quand il broute l'herbe, eh bien, il stimule la pousse, la séquestration du carbone dans le sol. J'y reviendrai, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Il protège les sols contre l'érosion et ils le nourrissent avec leur déjection. Donc c'est juste pas possible d'imaginer de rien mettre dessus. D'ailleurs, dans un monde sauvage, ben il y avait des animaux sauvages qui étaient sur tous les territoires et qui participaient à ce cycle de la vie et à la préservation des sols. Donc l'animal est pas quelque chose qui détruit le sol, au contraire, il est totalement intriqué dans la vie et la vitalité des sols. Le truc qu'on entend, c'est que le méthane, donc les rots des bovins, augmentent drastiquement les gaz à effet de serre. Alors c'est vrai que le méthane est un impact beaucoup plus important sur les émissions que les rejets de CO2 par exemple. Mais en réalité, il serait responsable que de 3% des gaz à effet de serre, donc 3 fois moins que les transports, qui représentent 15%. Et par ailleurs, en fait, on s'aperçoit que une grande partie des émissions de méthane est liée à des problèmes digestifs des animaux. Donc, c'est-à-dire que dans l'agriculture conventionnelle, un peu industrielle, les animaux sont nourris avec des céréales, donc du maïs et du soja. Ça a plein d'effets négatifs, à la fois sur leur santé, sur la qualité de leur viande, mais aussi sur l'environnement. Et notamment le fait que ils sont pas faits à la base pour manger des céréales. Ils sont faits pour manger de l'herbe. Et donc, ça crée des fermentations supplémentaires, et qui doublent en réalité les émissions de méthane. Donc, un bœuf qui est nourri à l'herbe, il va émettre 2 fois moins de méthane qu'un bœuf qui est nourri aux céréales. Donc voilà, ça me permet de faire un petit parallèle sur l'élevage régénératif. L'élevage régénératif, c'est le seul à être capable d'apporter un bilan carbone positif. Donc je parle pas qu'il est neutre, il est vraiment positif, c'est-à-dire que il contribue à la séquestration du carbone dans le sol. Donc 1 hectare de prairies rotatives comme ça, avec des animaux qui sont nourris à l'herbe, permet de séquestrer 80 tonnes de CO2 et de compenser plus que les émissions de gaz à effet de serre de cet élevage. Par ailleurs, donc je l'ai dit, ça protège les sols, ça participe à la biodiversité, les déjections, etc. sont utiles parce que c'est des intrants qui nourrissent les sols. Et puis il y a aussi des haies sauvages. Maintenant, dans les monocultures de végétaux, justement, on a coupé toutes les haies parce que c'est beaucoup plus facile pour cultiver et faire passer les engins agricoles. Tandis que dans ces pâturages, en fait, c'est des parcelles qui sont entourées, en Bretagne on appelle ça des bocages, mais par des haies sauvages. Donc c'est des arbustes, des arbres, etc. qui vivent là. D'ailleurs, il y a une forme de symbiose avec les vaches. C'est François Lemire qui me racontait ça, qui a observé que les vaches, quand elles avaient des douleurs, des choses comme ça, elles allaient manger du saule, qui est un antidouleur naturel. C'est marrant de voir que, tu vois, on a développé toute une science de médecine, etc. Et qu'en fait, la pharmacopée, elle existe aussi chez les animaux. Ils ont découvert de façon empirique ce qui leur faisait du bien ou pas par l'évolution. Donc voilà, et ces haies, ce sont de vrais corridors pour la biodiversité. Il y a énormément d'oiseaux, de rongeurs, de micro-organismes et puis d'insectes pollinisateurs. Et les insectes pollinisateurs, ils sont absolument fondamentaux pour le cycle végétal de façon générale. D'ailleurs, il y a des scientifiques, des chercheurs qui disent que si les abeilles disparaîtraient, ça serait la fin de l'humanité, puis la fin de la vie sur Terre. Et à l'inverse, le végétal est pas forcément mieux, tu vois. On a toujours cette image, le végétal, c'est propre, ça fait pas de mal aux animaux et tout. En réalité, c'est faux. Déjà, il y a ces problèmes de monoculture qui appauvrissent de façon drastique les sols, les pesticides qui polluent de façon générale l'eau, etc. Et puis qui détruisent aussi toute une quantité d'insectes. Les engrais, si t'as pas d'élevage bovin ou d'animaux par ailleurs, de lisier, enfin de porcs, etc. qui permettent de faire du lisier. T'es obligé d'avoir des engrais de synthèse, et les engrais de synthèse, ils n'existent pas en agriculture biologique. Donc concrètement, l'agriculture biologique pourrait pas exister sans la partie élevage. Et puis, il y a une destruction de la faune. Et ça, j'ai quand même envie de le dire, tu vois, en se disant, moi, j'ai choisi d'être végétarien ou d'être vegan parce que je veux préserver le bien-être animal. C'est pas le cas. Donc les chercheurs ont montré qu'il y avait 30 000 micro-organismes par mètre carré qui sont détruits à chaque passage d'engin. D'ailleurs, là, j'ai un magazine Recherche avec un épisode spécial sur les sols qui montre à quel point, justement, les engins agricoles sont en train de détruire les sols et toutes les conséquences que ça a sur cette vie, sur les vers de terre, etc. Et c'est pas du tout négligeable parce que ça participe justement à un effet systémique environnemental. Mais on parle pas que des petits insectes, des vers, etc. On parle aussi des nichés d'oiseaux. Donc, il y a des recherches qui ont montré que jusqu'à 100% des nichés d'oiseaux étaient détruites lors des récoltes et jusqu'à 50% des petits rongeurs. Donc, en fait, c'est un vrai génocide. C'est une hécatombe pour cette microfaune. Alors certes, on la voit pas. Donc, elle nous fait... puis on se dit, oui, bon, voilà, une souris, c'est moins grave qu'une vache. Je sais pas. En tout cas, je pose la question. C'est important de le prendre en compte.
Et puis je disais que bah voilà, sans élevage animaux, il y aurait pas d'engrais. Enfin, on devrait avoir des engrais de synthèse. Il y aurait des problèmes avec la régénération des sols. Mais il y a aussi la question de l'industrie laitière. Donc les végétariens qui mangent des laitages, bah, en réalité, les laitages, les produits laitiers, le fromage, etc., pourraient pas exister sans l'industrie bovine. Parce que pour faire des laitages, ben, on a des génisses qui vont faire des veaux. Grâce à ça, elles vont déclencher de la lactation et puis on récolte leur lait. Et tous les X mois, eh ben, on les refait tomber enceintes pour maintenir justement leur production de lait. Ce qui par ailleurs est quelque chose quand même d'assez contre nature et qui peut aussi poser des questions éthiques. Mais bref, c'est pas la question. Et donc tous ces veaux qui sont nés, ben il y a pas que des vaches, il y a pas que des femelles. Donc t'es obligé d'avoir des mâles il faut en faire quelque chose si tu veux, parce qu'il y a une surproduction de veaux. Donc voilà, donc l'industrie laitière pourrait pas exister sans ça. Donc moi mon point, ma conviction, c'est que c'est pas tant la question, elle est pas tant liée au fait de est-ce que c'est un élevage végétal ou est-ce que je mange de la viande, mais plutôt quel type d'agriculture je veux. Et donc là, j'ai parlé des monocultures, etc. Évidemment, il y a des petits maraîchers bio qui utilisent des principes un peu liés à la permaculture ou à l'agroforesterie, qui tirent parti justement de ces symbioses entre les plantes et les animaux, et puis même les plantes entre elles, qui favorisent le maintien de la biodiversité. Enfin, il y a des choses qui sont magnifiques. J'ai visité des élevages absolument incroyables qui m'ont touché. Et c'est vrai que on est tellement déconnecté de ce qu'on mange que on sait plus qui croire, etc., quoi penser. Et le fait d'aller voir de ses propres yeux, ben comment ça se passe dans une ferme. Moi, en tout cas, ça a été hyper révélateur. Et d'ailleurs, j'aimerais bien développer des tiers-lieux et des fermes pédagogiques pour permettre aux citadins d'aller découvrir ce monde-là. Et moi, qui ai 2 enfants, mes 2 filles, j'ai envie de les éduquer à ça, de leur montrer d'où vient ce qu'ils mangent. D'ailleurs, il suffit de cultiver une fois une tomate, de l'avoir vue pousser, toute la patience qu'il a fallu pour qu'elle rougisse et mûrisse au soleil, pour mettre beaucoup plus de conscience quand tu la manges. Et puis même un côté social, tu vois, tu as envie de la partager, de l'offrir, parce que tu es fier de ta tomate, parce qu'il y a cette inscription dans le temps long. Et voilà, et donc quand tu achètes des trucs cellophanés en grande surface, bah, évidemment, tu pas ce rapport avec l'alimentation. Et donc, dans le cas de la viande rouge, il y a vraiment des différences hallucinantes entre la viande nourrie à l'herbe et la viande conventionnelle nourrie aux céréales. Et bon, déjà, je commence par préciser ça. Le fait qu'elle soit biologique ne veut pas dire qu'elle est nourrie à l'herbe. Une viande bio peut être nourrie jusqu'à 40% à base de céréales, donc de soja et de maïs, qui ont tendance à être pro-inflammatoires parce qu'ils sont riches en oméga 6. Et donc ça te fait un ratio oméga 3, oméga 6 qui est profondément déséquilibré en faveur des oméga 6, qu'on mange déjà par ailleurs de façon beaucoup trop importante de par notre alimentation moderne, riche en aliments ultra transformés. Donc pour te donner un ordre d'idée, un bœuf conventionnel, il va avoir un ratio oméga 3, oméga 6 de 1 pour 15 à 1 pour 20, tandis qu'un bœuf nourri à l'herbe, il va avoir un ratio de 1 pour 2. Donc l'un va être parfaitement équilibré. Il faut vraiment voir, les deux sont utiles, les oméga 3 et les oméga 6, ces 2 acides gras polyinsaturés que le corps ne sait pas faire lui-même, donc il a besoin des deux. Mais par contre, ils ont besoin d'être équilibrés. Parce que les oméga 6 sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont servir justement à faire face à des stress aigus, comme une séance de sport intense, comme une maladie, comme une blessure, etc. Et les oméga 3 sont anti-inflammatoires, donc c'est un petit peu les pompiers qui vont aller éteindre le feu. Après ce processus inflammatoire qui est utile à la réparation, eh bien, il faut que les anti-inflammatoires arrivent pour éteindre le feu, parce que sinon, on a une espèce d'inflammation de bas de grade. Anthony Berthoud en parle très très bien, qui aujourd'hui est objectivement validé par les chercheurs comme étant vraiment le terreau fertile de toutes les maladies de civilisation. Donc le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, etc. Tout ça un petit peu comme cause commune de cette inflammation de bas grade. Donc c'est comme si tu avais un incendie à l'intérieur de ton corps qui était un petit peu toujours là. Donc une viande conventionnelle, elle va avoir tendance à aggraver ce phénomène-là, tandis qu'une viande élevée à l'herbe va être parfaitement équilibrée pour la santé humaine. J'ai notamment lu une étude de Nature qui est vachement intéressante, où les chercheurs ont utilisé des techniques métabolomiques pour analyser plus de 1500 composés de la viande. Ils ont trouvé 4,1 fois plus d'oméga 3, 3,1 fois plus d'alpha-tocophérol, c'est une vitamine E, 9,4 fois plus de niacine, c'est la vitamine B3, 2,6 fois plus de composés phytochimiques bénéfiques, des marqueurs de stress oxydatif significativement plus faibles, signe d'une meilleure santé métabolique, et puis une meilleure fonction mitochondriale. Donc en gros, les bœufs élevés à l'herbe étaient en meilleure santé à tout niveau, et ça se ressent sur la qualité de leur viande, qui était beaucoup plus riche en vitamines bénéfiques, en minéraux et en acides gras, de qualité. Une autre étude de l'université, cette fois-ci de l'État de Montana,
a suivi des changements dans la chimie sanguine des participants, donc des participants humains, pendant 4 heures après avoir consommé du bœuf d'herbe par rapport à du bœuf conventionnel. Donc, ils ont donné à manger aux gens du bœuf d'herbe d'un côté, du bœuf conventionnel de l'autre, puis ils ont mesuré la chimie du sang de ces populations 4 heures après. Eh bien, le bœuf nourri aux céréales induit des niveaux plus élevés de L-valine, un acide aminé associé à un stress oxydatif accru. Donc, ça augmente les dommages cellulaires, on va dire. Et de l'autre côté, le bœuf nourri à l'herbe, il se distinguait par une concentration plus élevée de composés anti-inflammatoires, notamment le calamandiol. Et le dernier point, il est lié au CLA, l'acide linoléique conjugué. C'est un acide gras qui est peu connu, mais qui est hyper intéressant et qui fait de plus en plus l'objet de recherches par les chercheurs. Alors malheureusement, souvent sur des animaux, donc sur des rats, des rongeurs. Donc on attend plus de données sur les humains, mais les premiers résultats, en tout cas sur les rongeurs, sont très très prometteurs. Donc le CLA, qui est très abondant dans le bœuf nourri à l'herbe, 4 fois plus abondant dans le bœuf nourri à l'herbe que dans le bœuf conventionnel, a des effets anti-athérogènes puissants. Donc, en fait, il prévient la formation des stries graisseuses et des plaques dans les artères en modifiant le métabolisme lipidique des macrophages. Donc, les macrophages, c'est des cellules qui sont spécialisées dans le fait de digérer un petit peu toutes les cellules mortes, les soldats morts au combat lors de combats immunitaires, etc. Et donc voilà. Et donc le CLA modifie justement ce métabolisme et permet de prévenir justement ces formations de plaques qui sont une cause des maladies cardiovasculaires. On a observé aussi des améliorations significatives de la gestion du glucose sanguin chez le rat, qui confirme son potentiel de prévention du diabète de type 2 chez l'humain. Il participe aussi au contrôle du cycle cellulaire, donc les divisions cellulaires perpétuelles qui se passent dans le corps humain, et il réduit l'inflammation, deux processus par lesquels ils peuvent réellement bloquer la propagation, la croissance et la propagation des tumeurs. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant dans sa prévention des cancers. Et puis, on a observé, cette fois-ci, c'est une étude sur les humains, une augmentation de la masse musculaire et une diminution de la masse adipeuse chez des personnes en surpoids supplémentées en CLA. Donc ça permet de participer à recomposer un peu mieux l'équilibre entre masse musculaire et masse adipeuse, même si, il faut quand même le préciser, c'est pas un médicament miracle. La recomposition corporelle était quand même de faible envergure. Et donc, la viande rouge, évidemment, on la cite souvent comme un super apport protéique. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que généralement, les recommandations protéiques minimales sont inférieures aux besoins du corps. Et donc, il faudrait quand même augmenter un petit peu aux alentours de 1,2 g par kilo de poids de corps, même si on n'est pas sportif. Les recommandations officielles, je crois que c'est 0,8, mais la plupart des médecins que j'ai reçus, avec qui j'ai parlé du sujet, ou même Gabriel Lyon, qui a écrit un livre sur le sujet, ont montré que des apports protéiques plus élevés étaient nécessaires pour prévenir justement le vieillissement et la longévité et l'autonomie. D'ailleurs, il y a une étude sur 48 762 infirmières qui révèle un lien étroit entre l'apport en protéines et une meilleure santé plus tard dans la vie, avec une augmentation des chances de vieillissement en bonne santé, comme l'absence de maladies chroniques majeures et le maintien d'une bonne fonction mentale et physique. Donc, dans cette étude, pour chaque augmentation de 3% de l'apport énergétique provenant des protéines, les chances de vieillir en bonne santé augmentaient de 38%. Mais surtout, la viande, c'est pas que des protéines. Et ça, j'avoue, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Pour moi, les vitamines et les minéraux, on les trouvait principalement dans les légumes. Et puis la viande, pour moi, ça servait surtout aux protéines. Mais en réalité, j'ai fait un tableau, une analyse comparative. Et donc, je pourrais la partager. J'en ai parlé dans la newsletter Substack de Limitless. En réalité, les végétaux sont relativement faibles en vitamines et minéraux. Dans la plupart des végétaux, tu regardes les différentes vitamines et différents minéraux, ils contribuent, 100 grammes contribuent à moins de 10% des AJR, donc des besoins journaliers. Alors que la viande, sur la plupart des vitamines et minéraux, on est à plus de 30 à 50% selon les minéraux. Donc en réalité, outre les protéines, la viande, c'est une très très bonne façon de couvrir nos besoins en vitamines et minéraux. Et puis, elle est évidemment la seule source de vitamine B12. Enfin, les produits animaux, de façon générale, est la seule source de vitamine B12. Et ça, c'est une vitamine qui est absolument essentielle. Et c'est pareil, tu vois, les besoins en B12 ont été largement sous-estimés. J'ai vu une étude vachement intéressante publiée dans Annals of Neurology qui analysait 231 adultes âgés en bonne santé. Et donc, qui a regardé la concentration médiane de B12. Et elle était de 414,8 pictomoles par litre. Donc, bien au-dessus du seuil fixé à 150. Donc, en gros, le seuil, il est à 150. Là, sur ces 231 personnes, le taux moyen, il était à 418. Donc, largement au-dessus. Et pourtant, ceux ayant des niveaux les plus bas présentaient déjà des signes de déclin cognitif et des marqueurs précoces de maladies neurodégénératives.
faut savoir que la B12 a vraiment un rôle, un impact majeur justement sur la santé du cerveau. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je pense que la viande rouge est quelque chose d'utile et d'important et qu'elle doit faire partie de notre alimentation moderne. Et d'ailleurs, je suis pas mal inspiré par les travaux du docteur Tibel, qui a publié notamment une étude dans The Lancet, donc cette fameuse revue scientifique qui est parmi les plus sérieuses, les plus célèbres au monde, qui a étudié qui s'est aperçu qu'il y avait plus de 5 milliards de personnes qui consomment pas suffisamment de nutriments essentiels dans leur alimentation. Donc 68% manquaient d'iode, qui sert notamment à la fonction thyroïdienne, pardon. 67% manquaient de vitamine E, 66% de calcium, 65% de fer, plus de 50% de riboflavine, c'est une vitamine B, d'acide folique, de vitamine C, enfin bref. Et donc, le sujet là, c'est pas seulement de se sentir un peu fatigué ou déconcentré. Les carences ont un impact significatif sur le fonctionnement du cerveau, l'immunité et la longévité. Par exemple, et ça sert pas qu'à une chose. Par exemple, tu vois, le zinc, qui est pareil, souvent carencé dans la population générale, est présent dans plus de 2000 protéines. Donc le corps, en fait, il utilise toutes ces briques, c'est un petit peu des briques de Lego élémentaires, pour faire des protéines. Et les protéines, c'est quoi? C'est les enzymes qui nous permettent de digérer, c'est ce qui est constitutif de toutes nos cellules, que ce soit des cellules musculaires, mais aussi les cellules immunitaires, nos neurones, etc. Donc voilà, donc le zinc, il rentre dans la construction de plus de 2000 protéines, donc de la construction de notre maison, quoi. Et le magnésium, par exemple, dans 500 protéines. D'ailleurs, ça me fait penser à la théorie du triage de Bruce Ames, qui raconte que lorsqu'une vitamine ou un minéral est en quantité insuffisante dans l'organisme, le peu de molécules présent est affecté à des fonctions vitales, essentielles à la survie et à la reproduction. Parce que le but de n'importe quel organisme vivant, c'est de survivre et de se reproduire. Donc de préserver, entre guillemets, la longévité de l'espèce. Des protéines ou des enzymes qui servent au maintien de la santé à long terme sont privés de cette vitamine ou de ce minéral. Donc en gros, ils privilégient la survie à court terme avant de s'intéresser au long terme. Donc évidemment, ça n'a pas d'effet visible à court terme, mais si les déficits s'accumulent au fil du temps, les dommages deviendront apparents plus tard et pourront se manifester par des maladies de vieillissement. Et ça, c'est un truc qui est corroboré et confirmé par tous ceux que j'ai reçus sur le Limitless, que ce soit le docteur Mouton, le docteur Christianco, docteur Yoni Assouli, etc. Et ils sont tous alarmés par le niveau de carence massif de la population générale. Donc, ce fameux professeur Tibel, pour essayer de solutionner cette problématique, il a analysé la densité nutritionnelle de beaucoup d'aliments. Et il s'est aperçu notamment que le foie de bœuf était l'aliment le plus nutritif de la planète. Il suffit de 7 grammes pour couvrir la plupart de nos besoins en micronutriments. Et pour te donner un petit ordre d'idée de comparaison, 7 grammes de foie de bœuf, c'est équivalent à 1,3 kg de légumes en termes de concentration de vitamines et de minéraux. C'est ça qui m'a donné l'idée de créer le haché féroce, qui est composé à 80% de viande de bœuf 100% nourrie à l'herbe, donc avec un profil d'acide gras oméga 3 super équilibré, du CLA, etc. Mais dans lequel j'ai ajouté 20% d'abats, notamment 15% de foie. 15% de foie, ça veut dire quoi? Ça veut dire 22 grammes de foie, soit l'équivalent de 4 kilos de légumes en concentration de vitamines et minéraux. Donc pour te donner une idée, ça permet de couvrir un seul steak. Te permet de couvrir plus de 200% de tes besoins en vitamine A, en rétinol, qui est important pour le système immunitaire, pour la vision, pour le renouvellement de la peau. Plus de 150% de la vitamine B12, on l'a déjà vu, notamment sur son impact de prévention des maladies neurodégénératives. Plus de 50% de toutes les vitamines B, donc la B2, la B3, la B5, la B6, la B9. C'est vraiment des vitamines qui sont essentielles au métabolisme énergétique, donc à la façon dont ton corps va gérer et transformer les nutriments de ton alimentation en énergie, mais aussi à la synthèse de l'ADN, donc à tout le cycle cellulaire, la reproduction et l'expression de tes gènes. Et puis, avec des effets anti-âge, on a pu corréler le fait que l'apport de suffisamment de ces vitamines du groupe B était vraiment lié à la prévention du vieillissement. Plus de 90% des besoins en cuivre, qui sert notamment à la synthèse des neurotransmetteurs, à la santé des nerfs et des os. 70% des besoins en zinc, qui est absolument déterminant dans la santé immunitaire. D'ailleurs, on recommande une supplémentation assez élevée en zinc le premier jour d'une maladie, et ça permet de diviser par 2 la durée des symptômes de la maladie. Donc, si tu fais ça pendant les premières 24 heures, tu divises par 2 la durée de ta maladie. C'est quand même assez incroyable, et ça montre à quel point le zinc est important justement dans le système immunitaire. Et pour autant, la plupart des gens sont carencés. Plus de 35% des besoins en fer, qui est indispensable au transport de l'oxygène. Et puis, on a mis aussi 5% de cœur. Et le cœur, c'est le seul organe qui est extrêmement concentré en coenzyme Q10. La coenzyme Q10, c'est l'un des antioxydants les plus puissants, donc qui protège, c'est comme si c'était un bouclier cellulaire pour nos cellules, qui les protège du stress oxydatif.
Voilà, donc si tu as envie d'y goûter, tu peux te rendre sur feroce.food. Et puis nous, on recommande une consommation de 2 à 3 hachés féroces par semaine pour couvrir justement tous tes besoins en vitamines et minéraux, dans le cadre évidemment d'une alimentation équilibrée. Et ça, c'est pas une recommandation que j'ai sortie de mon chapeau, c'est ce qui a été validé par le comité scientifique que j'ai nommé avec la création de Féroce. Donc voilà, ça se passe sur feroce.food. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour en tout cas, même si tu manges pas de haché féroce. J'espère en tout cas que cet épisode t'a convaincu sur l'importance et les bienfaits de la viande rouge, contrairement à ce que nous racontent des tas de médias qui sourcent absolument pas leurs allégations.